Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné avec Bruno. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un peu, puis dans quel contexte, dans le fond, tu viens parler tu vas parler de Zero Trust. Je vais donner le sujet tout de suite, mais te présenter dans quel contexte tu viens présenter justement ce concept-là. Tout à fait. Bien, l'an dernier, quand on s'était parlé la dernière fois, je venais de terminer une session justement à Sécure sur les architectures de Zero Trust, puis on avait fait un petit podcast suite à ça, en se disant qu'on se reparlerait à un moment donné de comment tout ça évolue, puis comment je voyais les choses aller. Entre-temps, ben, j'ai changé de position, j'ai changé de compagnie, puis je travaille aujourd'hui pour Google. Puis ça donne que Google a été une des premières compagnies à mettre en place une solution de Zero Trust fonctionnelle à grande échelle là, dès 2009 de mémoire. Puis l'idée derrière ça, c'était que lorsqu'on commençait à regarder les trucs, ils voulaient que les gens travaillent à l'extérieur des murs de l'entreprise, que ce soit une solution selon le modèle de John Kindervag, c'est-à-dire que l'endroit où ce que tu es n'avait pas d'importance. C'est-à-dire que le modèle s'applique autant si tu travailles à l'intérieur, dans le fond, de la compagnie qu'à l'extérieur. Donc, en anglais, Beyond the Corporate Walls. Fait que la solution est connue maintenant comme Beyond Corp, qui est un contracté un petit peu de tout ça. Mais c'est encore aujourd'hui probablement une des plus grosses implantations d'un modèle de Zero Trust qui existe. Oui, mais comme tu le mentionnes, puis pour ce que j'en ai lu puis ce que j'ai déjà présenté, c'est essentiellement un proxy principal par lequel les utilisateurs vont devoir passer et montrer patte blanche avant de passer de l'autre côté, là. Exact. Donc, si on revient encore une fois au modèle initial que John Kindervag avait mentionné dans sa recherche du temps qu'il était chez Forrester, c'est qu'il y avait la notion d'un security gateway qui était assis dans le milieu du réseau, puis par lequel tous les flows traversaient. C'est-à-dire que dans le modèle de Zero Trust, tous les flows doivent être inspectés et logués. Okay? C'était un des principes de base. Tu trustes personne, tu inspectes tout. Ce modèle-là, malheureusement, avait des problèmes d'échelle, parce que dans le fond, on n'avait pas d'équipement, que ce soit un firewall ou autre, un proxy, qu'on pouvait asseoir dans le milieu du réseau, puis que prendre tout le data, tout le trafic, admettons, de nos centres de traitement, puis le faire transiter à travers ça, c'était impossible. Je veux dire, il n'y a pas de machines qui sont suffisamment grosses pour faire ça. Donc, quand ils ont abordé le problème d'inspecter les flows, ce qu'ils ont décidé de faire, dans le fond, c'est qu'ils ont décidé de regarder, c'est parfait, si on regarde l'accès de l'usager vers l'application, là, on est capable peut-être d'inspecter tous les flows des usagers qui vont vers les applications. Donc, on va se concentrer sur la partie de l'accès, d'accord? Puis oui, ça va passer à travers un proxy, mais au moins sur ça, on va être en mesure d'appliquer ce qui fondamentalement fait que c'est du Zero Trust, d'inspecter tous les flows, de ne pas truster, de valider, etc. Puis je peux revenir un petit peu là-dessus plus en détail. Puis après ça, après avoir passé à travers un engin de règles, OK, puis de contexte, puis tout ça, puis où est-ce que tu te fais, dans le fond, scorer, là, tu vas passer à travers le proxy qui, lui, va toujours évaluer ta session. C'est pas juste comme un stateful où tu as été accepté une fois, puis tu passes, peu importe si les conditions changent. Tu vas toujours être inspecté. Puis, à ce moment-là, tu vas avoir accès. Ce que le modèle ne couvre pas, c'est la partie serveur à serveur. C'est vraiment la partie accès et non pas la partie qui est en arrière qui fait la partie serveur à serveur. Donc, oui, un proxy, oui, c'est centralisé. Ça rejoint le modèle initial de John, mais comme tu dis, ça vient aussi avec les contraintes puis les limites d'un proxy. Oui, ben c'est un choix de design qui est fait, là, puis on a tout dans des comptes. On vit tout dans un monde de contraintes. Donc, dans ce cas-ci, c'était le meilleur résultat avec probablement le moins d'efforts possible. Puis, à l'époque, ça fait quand même, si c'est en 2009, ça fait quand même un bon nombre d'années où ils ont commencé à déployer et à avancer ce modèle-là. À l'époque, pour m'en rappeler un peu, ben là, il y avait certaines préoccupations, puis quand j'en parlais aux gens, de mettre un énorme proxy devant le contexte, c'est que c'est bien en web, mais dans les autres protocoles, c'est un peu moins souple ou en tout cas moins bien implanté. Est-ce que cette volet-là a été bien couvert aussi?
Oui, puis dans le fond, je dirais qu'ils ont bénéficié d'un petit peu de l'évolution du cloud et de l'évolution des technologies. C'est-à-dire que, bon, d'avoir un proxy physique que tu aurais on-prem, tu vas toujours rencontrer des problèmes à un moment donné de croissance puis de capacité. Quand tu es dans un modèle cloud puis tu t'appelles Google, puis que c'est du code, cet aspect-là devient un petit peu plus négligeable. C'est-à-dire que cette notion-là d'avoir un proxy qui est distribué, qui peut grossir, rapetisser selon, puis qui a à peu près des ressources infinies, déjà en partant, ça c'est énorme. Tu sais, juste comme un aparté, en termes de DDoS, en termes de traitement de paquets, de SYNFLOT, toutes sortes de trucs qui pourraient attaquer un proxy puis le mettre à terre, puis un coup qu'il est à terre, ben, tu as perdu ton service. C'est des trucs aujourd'hui qu'à très, très grande échelle, Google est capable aussi de mitiger. C'est-à-dire qu'ils ont toutes sortes de trucs puis de paramètres qui sont là qui font en sorte que c'est extrêmement rare que ce type d'attaque-là a du succès. Donc, si on revient avec ce type de proxy-là, dans un environnement comme ça, ça a moins de limites, ça a moins de facteurs limitants par rapport à ça, puis c'est plus fonctionnel. Pour revenir à la deuxième partie de ton commentaire par rapport au protocole, tu as tout à fait raison. Mais l'époque où on utilisait un paquet de protocoles secondaires, que ce soit du transfert de fichiers, du transfert de données, accéder à une application, entre 2009 puis aujourd'hui, presque tous ces protocoles-là ont à peu près disparu ou ont été convertis pour rouler dans un tunnel HTTP-TLS. Donc, a priori, on est revenu un petit peu comme qui est arrivé dans le fond au niveau des protocoles de réseau, où à une époque, on avait du SNA, du Novell, etc., etc. Puis tout à coup, pouf, tout est revenu à TCP/IP par la force des choses, parce que les gens l'utilisaient puis c'était simple. Ben, on est arrivé un petit peu à la même chose au niveau des protocoles utilisés pour accéder aux applications. Aujourd'hui, c'est plutôt l'exception qui n'utilise plus HTTP ou HTTPS ou TLS là, comme forme de transport. Ce qui fait que c'est pas quelque chose nécessairement qu'ils avaient voulu, c'est pas du contrôle de Google du tout, mais cette évolution-là a fait en sorte que cette solution-là ou cette approche-là est devenue de plus en plus pertinente. OK? Puis, ce que ça fait aussi, c'est que, par analogie, puis on sait que les analogies sont toujours un petit peu boiteuses, c'est que si on prend, mettons, une maison avec des portes, des fenêtres en haut, en bas, au sous-sol, puis un peu partout, double, qui a une guillotine et tout, le problème de sécuriser tous les points d'entrée, c'est le même problème qu'on avait au niveau des périmètres qu'on avait à protéger traditionnellement. Ben, si ce périmètre-là, puis ces portes d'entrée-là deviennent unique, c'est un truc, c'est tout le temps le même protocole avec tout le temps la même méthode d'accès, on vient de limiter notre surface d'attaque, la façon dont on peut se faire aborder, qui est super efficace, là, c'est-à-dire qui est de ramener notre problème à un dénominateur commun qui est unique. Ça simplifie énormément comment on peut mettre les contrôles puis les paramètres alentour de ça. Puis ça rend la chose très efficace. Là, tu sais. C'est ça. Puis de toute façon, Google est né du web. Donc, c'est pas un environnement qui est très loin non plus. Puis il y a quand même la chance d'être une compagnie qui a une armée de développeurs. Donc, on est comme dans un contexte qui est favorable à ce genre de choses-là. J'imagine que certains systèmes un peu plus legacy qui sont comme les systèmes comptables et ainsi de suite, qui ont dû être un peu plus difficiles à tordre pour rentrer là-dedans, mais à terme, comme tu mentionnes, tout est rendu web maintenant, puis tout est rendu infonuagique. Tout le volet, justement, ça, c'est rendu tellement important que je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui moderne qui vit encore dans des protocoles ésotériques ou ce qui décide de faire un peu en marge. Je trouve ça un peu amusant parce que le fait qu'on a webisé tout, c'est un peu à cause de la sécurité. Parce qu'on disait non, on a fermé tous les ports. Fait que là, on ouvrait tout le temps le web. Fait que dorénavant, tout le monde passe par le web. Donc, bon, on est un peu responsable de notre propre malheur.
Mais c'est comme tu mentionnes en même temps, maintenant, on a développé des moyens, des technologies qui permettent de faciliter les contrôles de sécurité parce qu'on n'a pas 1 million de zones à contrôler. On en a juste une, puis c'est super intéressant. On en a vraiment juste une à ce moment-là. Puis là, tu mentionnais aussi, puis là, c'est peut-être un des aspects très importants, l'engin de règles. Puis c'est ça qui fait, je pense, le cœur même de l'efficacité que le dit proxy peut avoir justement pour limiter les problèmes de sécurité. Oui. Puis, ce qui est intéressant, parce que dans le fond, tu dois avoir un bon engin. Si tu n'es pas capable de lui donner l'information sur laquelle travailler, l'engin ne sert à rien. T'sais. Donc, a priori, si on revient encore dans le modèle que NIST a développé depuis puis que j'avais présenté à Secure l'an dernier, dans le fond, une grosse partie du modèle de Zero Trust, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que ça prend une bonne fondation où tes identités sont fédérées. C'est-à-dire que si je ne sais pas t'es qui, a priori, le modèle de Zero Trust ne sert à rien. OK? Donc, dans le passé, on disait, c'est un employé qui est à l'intérieur de mon bureau parce qu'il a eu accès à mon bureau. Mais on ne savait pas nécessairement si c'était Nicolas Loïc ou Bruno. Tu sais, je veux dire, c'était pris juste pour acquis que vu que j'étais à l'intérieur, que c'était correct, on était des employés, on avait accès. Là, on va aller beaucoup plus loin que ça. On veut savoir que c'est Nicolas Loïc, on veut savoir que c'est Bruno. On veut savoir que tu es à Québec, que je suis à Montréal. On veut savoir que, c'est telle heure dans la journée, c'est quoi mes habitudes de travail. Il y a un paquet de trucs qu'on veut savoir, puis qui sont des métadonnées qui vont être attachées, dans le fond, à notre identité. Le deuxième truc, normalement, qu'on veut aussi savoir, c'est toute la notion des endpoints qui s'est beaucoup développée dans les dernières années. Est-ce que l'appareil que j'utilise est une source de vulnérabilité ou est-ce que c'est un environnement qui est relativement stable? Est-ce que ce que je vais prendre peut être utilisé à la limite même comme un second facteur d'authentification parce que il y a un certificat dessus, il a été sécurisé, toutes sortes d'autres trucs qui vient enrichir mon identité puis la façon dont j'accède le réseau. Fait que oui, je peux utiliser toutes sortes d'appareils, oui, je peux utiliser, mais il va y avoir une différence entre Bruno qui utilise un laptop qui, lui, a un environnement sécurisé, peut-être avec des certificats, toutes sortes d'autres trucs, versus son téléphone qui, a priori, a peut-être rien dessus. D'accord? Puis, ça peut être le même Bruno, mais le fait d'utiliser un device qui est différent va faire en sorte que quand ça va arriver justement au fameux proxy, les règles ne s'appliqueront pas pareil. D'accord? Puis là, après ça, il y a tout ce qui est contextuel, c'est-à-dire que ce soit le temps de la journée, où c'est que je suis situé. Tout ça mis ensemble, ça devient de l'information qui, encore il y a une dizaine d'années, était très difficile à passer en paramètres pour qu'un proxy puisse l'évaluer. Puis même encore aujourd'hui, si on passe au firewall traditionnel, puis même les Deep Packet Inspection, puis les Next-Gen Firewall, c'est extrêmement rare que ces appareils-là sont en mesure de prendre ces métadonnées-là, puis être capable d'agir dessus. Puis d'agir dessus de manière constante, surtout si quelque chose change en cours de route. Donc, les proxys, dans ce cas-ci, là, celui de BeyondCorp, lui ramasse toute cette information-là, puis la traite de manière continue. Okay? Donc, c'est pas parce que j'ai commencé ma session d'une certaine façon, si, admettons, je me déplace, puis tout à coup, je me retrouve à un endroit qui fait que la politique s'appliquerait différemment, ma session va se terminer. C'est-à-dire qu'on ne me laissera pas accéder. Même si, a priori, au départ, les conditions étaient remplies. Donc, le proxy est super important, mais l'information que tu es capable de cumuler par rapport à l'identité de la personne, l'appareil qu'il utilise, puis le contexte, devient autant d'éléments qui vont être utilisés après ça dans l'engin. Puis, ce qu'on ne veut pas non plus se retrouver à long terme, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec les firewalls traditionnels. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des firewalls qui avaient comme 25 000 règles dedans. Là. Autant dire que... Non, ça rend ça, ça ne peut à rien. Là. C'est ça, exact. Donc, je sais que chez nous, pour en avoir parlé avec des gens, ils ont fait comme 5 ou 6 grosses catégories pour les applications. Qui vont de, je sais pas moi, hyper privé, très sécurisé à, tu veux-tu voir le menu qu'il y a en cafétéria aujourd'hui, là? Fait que entre les deux, il y a tous les trucs.
Puis, l'idée, c'est pas parce que tu as 1000 applications que tu as 1000 règles. C'est-à-dire, l'idée, c'est est-ce qu'il y a moyen de regrouper puis de faire en sorte que ça fait que l'engin fait ça aussi. Puis, le dernier truc qui est le fun, parce que cet aspect-là d'être capable de regrouper, ça aide la partie opérationnelle après ça par la suite. Puis, le dernier truc, c'est d'être capable de mettre tes applications derrière un proxy, puis que ce proxy-là soit toujours là, c'est-à-dire que l'application n'est jamais visible directement. Fait que ça aussi, c'est super le fun. Donc, encore une fois, c'est pas magique, ça ne règle pas tout au niveau sécurité, mais c'est extrêmement efficace, surtout en sachant qu'un des vecteurs d'attaque et de vulnérabilité les plus abusés et utilisés, c'est l'usager final. Parce qu'on n'est pas tous des spécialistes en sécurité, puis même en étant spécialiste en sécurité, ça nous arrive nous autres aussi de cliquer le mauvais bouton, là. Fait que, mais a priori, ça élimine énormément de ce vecteur d'attaque-là. Ouais, on est tous des humains, là. Ça, c'est tout à fait normal. Puis quand notre charge cognitive est trop élevée, on va passer outre, même si on est des spécialistes dans le domaine. Là, j'aime ça parce que ça t'a apporté plusieurs éléments puis qui sont des sous-ensembles. Parce que dans le fond, un peu, tu mentionnes puisque comment le proxy a été fait, c'est un peu comme du NAC++, c'est-à-dire, moi, j'ai rien du monde, j'avais travaillé à 2008-2009 dans un environnement où toute la folie du NAC est apparue, c'est-à-dire vraiment au niveau réseau. Par contre, il y avait l'absence d'identité n'était pas là, c'était vraiment un one-shot, s'assurer que la machine était propre et elle rentrait dans le réseau, mais c'était beaucoup plus limité que ce qu'on retrouve là, donc c'est vraiment une évolution très intéressante. Considérant ça, c'est que BeyondCorp a commencé en 2009, c'est qu'on vraiment passé dans la mouvance du NAC où justement on voulait s'assurer que les points terminaux ne viennent pas infecter notre réseau puis viennent créer des dommages puis créer des problèmes. Puis justement, ça vient moduler de façon très intéressante les accès qui sont associés, puis justement le regroupement au lieu de s'inventer une panoplie de règles, de réduire ça à sa plus simple expression. Très, très intéressant comme approche. Et en même temps, ça fait penser, parce que je sais qu'il y a des compétiteurs, de vos compétiteurs qui commencent à rentrer dans ce marché-là, en info nuagique, naturellement, pas sur site parce que on n'est pas dans le même univers. On va retrouver ça sur l'environnement des CASB, entre autres, un peu, où on commence à voir certaines notions que tu mentionnes qui sont utilisées, là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Bon, le CASB, c'est une évolution finalement des accès VPN qui ont comme un peu évolué, puis aussi des accès. Comment on les appelait déjà? Donc, les trucs qui ont essayé de remplacer un petit peu les accès au niveau MPLS, là, les VeloCloud et Tela et autres de ce monde, là. J'ai un blanc de mémoire, je suis désolé. Mais cette idée d'un broker qui était capable, qui est placé, dans le fond, devant ton cloud, puis qui vient ajouter des politiques, valider la personne, qui vient valider les flows, etc., là, qui est tout le modèle de CASB. Dans le fond, c'est un peu une façon pour des manufacturiers d'équipements de venir se positionner un petit peu à cet endroit-là de l'accès pour venir offrir ce genre de service-là. Parce que puis là où ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer, c'est que, bon, BeyondCorp, c'est pas vraiment un CASB, même s'il y a un proxy et tout. Il y a beaucoup de similitudes, puis il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. Ça va être de voir un petit peu comment le marché va évoluer, entre guillemets. C'est-à-dire que souvent, comment je peux dire, la force de l'inertie ou la force de ce qu'on connaît puis qui a déjà été mis en place, puis de faire une évolution qui est plus de partir de mon accès VPN, puis de mes firewalls, puis d'aller vers CASB, c'est peut-être une évolution plus évolutive puis plus naturelle que de faire le saut au cloud puis d'aller dans BeyondCorp. Tu sais, qui est comme vraiment radicalement un saut dans un monde info nuagique, là. Les deux
je ne veux pas dire qu'un est meilleur que l'autre, c'est pas ça du tout. Ils ne partent pas du même endroit. Puis pour certains, ben, le chemin ou l'évolution vers le cloud va passer probablement vers Casby. Où les gens, ou mon rôle à moi, puis ton rôle à toi, Nicolas Loïc, vient un petit peu jouer là-dedans, ça va être de dire aux gens, mais écoutez, où est-ce que vous êtes rendu, c'est plus facile, c'est une étape inutile ou c'est une étape qu'on a besoin de faire pour aller vers le cloud. Souvent, les gens en font des sine qua non, c'est binaire, ça me prend ça ou ça ne me prend pas ça. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. La discussion, souvent, c'est bon, ça règle-tu ton besoin ou pas? Il y a beaucoup de contexte parce que de toute façon, la sécurité en général, c'est toute une question de contexte. Puis justement, comme tu le mentionnes, c'est pas binaire parce que le contexte, c'est jamais binaire de toute façon. Là. Fait qu'il faut vraiment s'adapter à les choses. Puis de toute façon, puis à la lumière de ce que tu dis, puis c'était un peu ma pensée aussi avant ça, c'est que le CASB, c'est une version comme 1.0 du Beyond Corp parce que c'est la première étape. Puis les produits sont peu mature à l'heure actuelle si on compare à un produit comme Beyond Corp ou un service, dans le fond, comme Beyond Corp, qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus mature, puis dans le fond, qui a beaucoup vécu aussi, là, qui a évolué, parce que si on parle de probablement une douzaine d'années faciles d'évolution là-dessus, donc on ne parle pas du même type de produit qui est apparu il y a 2, 3, 4 ans, qui est né que d'une notion de service client et non d'un besoin interne. Et là, la différence, elle est fondamentale parce que, puis c'est pour ça probablement que Google est beaucoup mieux placé que les autres, c'est qu'il a mangé sa propre nourriture et il a vécu le propre chemin avant de le proposer à sa clientèle et non, comme on voit beaucoup dans les prestataires, là, tu mentionnais tous les joueurs qui basculent vers le CASB, ben, c'est juste parce que le machine du Next-Gen Firewall, ben, il arrête de disparaître. Fait que c'est plus un Next-Gen Firewall, ça va être un CASB. Ça va donner un CASB Next-Gen éventuellement. Puis on va migrer vers ça aussi, là, inévitablement. Exact, exact. Puis on pourrait, même sur le plan de l'architecture, les orientations gouvernementales où on avait toujours des zones d'accueil. Puis ces zones d'accueil-là avaient été, dans le fond, l'ingénierie de ces zones d'accueil-là avait été pensée pour revenir à un commentaire que tu faisais précédemment, dans un contexte où on avait un paquet de protocoles, un paquet de services exposés, un paquet, une diversité de trucs. Mais cette zone d'accueil-là pourrait être beaucoup simplifiée aujourd'hui. De la même façon qu'on en parlait tout à l'heure pour Beyond Corp au départ, si, mettons, on s'entend que tous les accès aux services publics ou internes se font via web, bien, la zone d'accueil devient extrêmement simple à déployer. On n'a pas toutes les itérations possibles. Il y a d'autres considérations, il y a un paquet d'autres trucs, mais sur le plan strictement d'inspecter le trafic qui s'en va connecter à nos services, ça vient de simplifier énormément le design. Mais encore là, je parle d'un point de vue strictement architecture. Mais encore là, notre héritage, puis l'histoire, puis un petit peu les compétences aussi des gens avec certains types de technologies font en sorte que des fois, d'un point de vue pratico-pratique, c'est beaucoup plus simple, un petit peu comme on en parlait pour le CASB, de faire évoluer les structures qu'on connaît plutôt qu'un petit peu comme un Big Bang, là, s'en aller vers un autre genre d'architecture. Oui, de toute façon, juste prendre le modèle Beyond Corp qui en soi simplifié, mais quand même complexe, et quand même une énorme évolution pour les organisations qui ont déjà de la misère à avancer. On l'a vu avec le début du confinement que même le VPN a eu ses limites très importantes sur le fonctionnement, puis là, on commence à peine à réfléchir ça. Puis le VPN, tant qu'à moi, on est loin là, du CASB, puis on est loin encore plus loin du Beyond Corp, ou comment on peut vraiment teinter un peu les infrastructures de Zero Trust parce que là, on est vraiment, mais vraiment très loin. Là. Exact. Mais c'est plein de sujets intéressants à aborder parce que on est à une époque où, encore une fois, ne serait-ce que de dire, si je m'en vais dans l'info nuagique, il y a une partie de ma stack qu'a priori, je donne la responsabilité au niveau sécurité aux fournisseurs. Donc, mon focus commence sur la partie applicative, puis tout ce qui est au service qui va aller au-dessus.
il y a beaucoup de nos architectures de sécurité qui étaient pensées pour protéger les infras. Puis là, tout à coup, on se retrouve dans un modèle où l'infra, c'est le fournisseur qui s'en occupe. C'est plus moi. Mais on garde la même idée, la même approche qu'on avait, les mêmes outils qu'on avait, qui étaient pensés pour de l'infra. Puis on dit, c'est parfait, je vais juste les apporter dans le cloud, puis je vais être aussi sécure. C'est comme... Mais ça rouvre des discussions super intéressantes. OK? Puis on n'aura sûrement pas le temps d'aborder tout ça aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la conjoncture de ces trucs-là. Puis pour les gens qui ont cette ouverture-là, puis qui ont le goût de faire avancer un petit peu leur modèle de sécurité, les opportunités sont là, les outils sont là, sans dire que vous allez venir chez Google prendre BeyondCorp, ce n'était pas ça l'idée, mais il y a des modèles existants qui sont publiés, qui peuvent être répliqués puis qui fonctionnent. Oui, absolument. De toute façon, c'est un modèle parmi d'autres, là, puis c'est une implantation parmi d'autres. Là. C'est ça, tu me mentionnais en pre-show que justement, ça fait partie maintenant d'une offre de service. Et maintenant que ça a été longuement testé par l'interne, maintenant, c'est prêt à être mis sur le marché là, pour justement que les gens puissent en bénéficier. Puis ça va demander énormément de choses. Puis encore là, c'est pas un VPN, c'est pas un reverse proxy qu'on se met, c'est vraiment une autre réflexion sur comment on aborde les éléments. Ça fait un premier tour. Là. On ne veut pas nécessairement endormir les gens. Fait qu'on a pas mal atteint le temps. On a à peine effleuré le sujet. Fait que définitivement, on va pouvoir remettre cette conversation-là justement pour continuer à approfondir certains sujets parce que c'est hyper passionnant. Moi, ça me passionne depuis 2008 à peu près que je m'intéresse à ça. Depuis que j'ai lu les affaires de Jericho au forum et tout ça où est né cette dépérimétrisation, comment on abordait à ce moment-là où l'infonuagique n'existait pas, mais on abordait déjà ces éléments-là. Fait que ça changeait tout. Moi, à l'époque, c'était le poste devenait le périmètre. Fait que tu n'avais plus de périmètre, tu avais juste ton poste qui était de l'ultime périmètre. Dans le modèle, Google n'est pas appliqué comme ça, mais il a appliqué un autre saveur de celle-là qui est aussi très intéressante. Donc, sur ça, moi, je conclurai là-dessus. Puis, finalement, on dirait à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci pour ton temps, Nicolas.